Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin Bretagne, nous sommes ravis de vous retrouver après ce week-end. Alors France 3, en partenariat avec France Bleu, fait la part belle cette semaine à la solidarité et à l'entraide. Nous mettrons en valeur toutes ces initiatives que vous portez, vous Bretons, au quotidien. Comme par exemple le tutorat mis en place en première année d'études de médecine à l'université de Rennes 1. Des étudiants un peu plus aguerris viennent en aide aux nouveaux venus. Et bien le point dans quelques instants sur cette initiative avec Sophie Langouette-Prigent, vice-présidente de la Fondation Rennes 1. Et Arthur Nadeau qui pilote le tutorat rennais. Pour honorer cette semaine de solidarité, nous poursuivrons avec la présentation du dispositif Facile à lire, initié par l'établissement public Livre et Lecture en Bretagne. L'initiative a fait des petits et elle s'étend aujourd'hui à toute la France. C'est ce que nous expliquera Christine Loquet dans un instant. Côté musique, nous vous présenterons le bluesman rennais Johan Minkoff et puis bien entendu son acolyte, le beatboxer Chris Nolly, un duo qui vient de sortir le 5 octobre dernier un premier EP Living Home. Home, justement, puisque nous parlons de la maison, il sera question de l'aménagement d'intérieur avec Aurélie Vérité, conseillère en aménagement d'intérieur. Elle nous dira ce qu'il faut faire pour aménager des meubles déstructurés avec des conseils avisés forcément. Et puis du côté du cabinet de curiosité du Musée des Beaux-Arts de Rennes, nous retrouverons François Coulon qui nous fera découvrir des médaillons de chevaliers comme au Moyen-Âge. Voilà. On n'oubliera pas évidemment l'ami Billy qui sera à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Il y en a une que j'ai adoptée depuis belle lurette, c'est Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence, je suis bien traitée ici, rassurez-vous. Tout va bien. Dites-nous tout, côté météo. Ben regardez-moi ce cadeau de Noël. Est-ce qu'on va bien traiter aussi? Oui, totalement, un cadeau de Noël en avance. Tout va bien. Du soleil et de la douceur des maximales entre 10 et 12 grâce à cet anticyclone. Regardez Laurence, c'est pour vous. Oh, que du bleu, que du soleil, mais c'est magnifique. On démarre une belle semaine. Et bien justement, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en ce lundi matin. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Arthur et bonjour Sophie. Langouette-Prigent, vous êtes la vice-présidente de la Fondation Rennes 1 et vous Arthur, vous pilotez le tutorat rennais étudiant. On expliquera tout à l'heure bien sûr dans le détail ce qu'est cette initiative qui fait écho à la semaine des solidarités que nous ouvrons aujourd'hui sur France 3 en partenariat avec France Bleu. On fait la part belle cette semaine à l'entraide. Nous mettrons en valeur toutes ces initiatives que vous Bretons vous portez. On verra ça dans quelques instants. Pour l'instant, je vous propose qu'on retrouve l'ami Billy à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Bonjour Billy. Oh là 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 là. Alors, des maths, tout le monde. Comment ça va ce matin? Bonjour Jennifer. Bonjour. Tu vas bien? Comment ne pas aller bien avec Alors un chien là, pareil? bah voilà, moi j'ai ma petite séance papouille ce matin avec ce petit papy qui s'appelle comment? Babylone. Babylone. Oh, Babylone. Pourtant, Il est Babylone, audacieux. la chanson, c'est plutôt speed. Hein. Oh, si, regarde. Il est toujours Il bouge un content. petit peu de la queue, donc c'est qu'il est heureux. Donc apparemment, c'est une glu, pot de colle, c'est ça? C'est un vrai pot de colle. Ouais, c'est vrai que même quand il est dans la meute, la seule chose qu'il veut, c'est être collé à nos jambes et faire des câlins. D'accord. C'est un chien qui est extrêmement doux de par son caractère. Fais attention et au micro, chérie. son poil est tout doux. Enfin, Ouais, c'est non, un c'est clair. amour. Il est d'une gentillesse. C'est difficile de trouver plus gentil que lui. C'est ça. Alors, Ouais. c'est un petit pointer. Il me laisse même pas parler. C'est bien réputé, hein. Les pointers sont effectivement des chiens de chasse, mais c'est surtout des magnifiques chiens de famille parce que c'est des chiens qui n'ont pas une once d'agressivité Ouais, c'est ça. et qui sont vraiment très C'est-à-dire qu'il très est plus reconnaissants. performant en câlin qu'à la chasse, lui, ceci, à mon avis. Hein. Oh, bah oui, mon petit bonhomme. Alors, quel âge il a, on a dit? Il a une Je sais dizaine d'années. plus. Une dizaine d'années. Donc, on cherche une petite maison tranquillou pour lui. Un bon petit coin au chaud près de la cheminée, des bonnes balades en extérieur, hein, parce que même D'accord. s'il aime les câlins, il aime aussi aller renifler les bonnes odeurs en extérieur. Ok. Mais voilà, c'est vrai que c'est un chien fabuleux qui pourra vivre avec des enfants sans souci, avec d'autres chiens. C'est un chien qui est extrêmement sociable, Ouais, il va qui pas sait poser même de partager problème, ses lui. câlins, parce que parfois ils peuvent être exclusifs dans leurs câlins. Lui, il partage. C'est ça, on peut être plusieurs à câliner en même temps. Mais il a quand même de la force qui me pousse depuis tout à l'heure, là. Hein, mon petit Babylone? Et au niveau des chats, on sait comment il est? Non, on n'a jamais eu l'occasion de faire le test. Je pense À que le faire le chat, test. la seule chose qu'il va faire, c'est venir gratouiller un petit peu là, ce petit bonhomme. Bon, bah écoutez, je crois que Laurence, là, on a trouvé la glu de la matinée. La Ce perle petit- rare, La vraiment. petite perle rare, Ah ouais. ouais. Ce petit Babylone. Et je crois que même si on n'aime pas les chiens qui bougent trop, bah voilà, c'est un chien comme ça qu'il faut.
Oh bah oui, bah, il va tomber en faisant le câlin. Bon, on va retrouver un petit chien tout à l'heure. Oui, on va en voir un autre beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique. Bon, ça va. Eh ben écoutez, Babylone, je crois que là, elle a trouvé sa position pour la matinée. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Oh là là. Bah, Je pense qu'elle a surtout trouvé son maître, à mon avis. Lily, vous allez repartir avec. Allez. On vous retrouvera dans quelques instants avec un nouveau chien à adopter. Je vous le disais, hein, c'est la semaine des solidarités et on va tout de suite retrouver Christine Loquet qui est chargée des publics éloignés des livres pour l'établissement public Livres et Lectures en Bretagne. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez peut-être d'abord nous donner une définition du dispositif facile à lire qui donc met la lecture à la portée du plus grand nombre, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, facile à lire, c'est un dispositif qu'on n'a pas inventé, mais qu'on a importé des pays du nord de l'Europe. Et que vous portez Et aujourd'hui. qu'on porte aujourd'hui, qu'on porte depuis quelques années, depuis 2013. L'idée est toute simple, c'est de proposer des espaces bien identifiés à la porte ou à l'extérieur des bibliothèques publiques, avec une sélection d'ouvrages faciles à lire. Je vous en montrerai un particulièrement tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis, autour de ça, un accompagnement partenarial avec l'idée toute simple, là aussi, de faire venir les personnes les plus en difficulté, les personnes qui sont un peu fâchées avec la lecture, j'ai coutume de dire ça, tout simplement. Ou qui n'y ont pas accès. Ou qui n'y ont pas forcément qu'elles sont accès, fâchées, ou alors effectivement. qui peuvent aussi avoir des difficultés à entrer dans les lieux du livre, parce que ce sont des lieux qui restent impressionnants pour un certain nombre de personnes. Alors on s'adresse à qui justement? On s'adresse à des adultes et à des enfants? Est-ce qu'il y a des différences dans le dispositif selon le public? Alors, c'est une question importante que vous soulevez là. On s'adresse à des adultes. On le précise parce que on se positionne avec ce type de projet dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. L'illettrisme, je suppose que vous savez tous ce que c'est. Être en situation d'illettrisme, c'est avoir appris à lire et avoir désappris. Voilà, parce qu'on a mal appris et qu'en sortant de l'école, les fondamentaux ne sont pas suffisamment acquis. Et du coup, avec les années, avec une vie dans laquelle on n'a pas forcément l'occasion de lire beaucoup, on s'éloigne de la lecture, on s'éloigne de ces fondamentaux-là et on désapprend. Donc c'est important de préciser qu'il s'agit d'une démarche en direction des adultes parce que on se positionne vraiment dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. L'autre volet pourrait être la prévention de l'illettrisme. La prévention de l'illettrisme, alors je suppose que vous voyez de quoi on peut parler. On parle de donner envie de lire aux enfants, par exemple. Et tant qu'on est enfant, on est en position de pouvoir apprendre. Et ça, la prévention de l'illettrisme, on fait déjà beaucoup de choses depuis fort longtemps. Moi, j'ai travaillé dans les bibliothèques une quinzaine d'années. On allait au pied des tours, dans les quartiers où il y a des gens qui sont un peu plus en difficulté. On va chercher, on fait venir les classes dans les bibliothèques. Voilà, il y a plein d'actions. Mais par contre, quand il s'agit de s'occuper d'adultes en difficulté, là, il y a moins de méthodes, il y a moins de solutions, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est le sens de ce projet. Alors, un ouvrage facile à lire, ça veut dire quoi? Parce qu'on l'évoquait, mais il y a des particularités. Dites-nous tout. Oui. Alors, un ouvrage facile à lire, ça peut prendre des formes différentes. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y en a plein des livres faciles à lire, mais par contre, il faut être quand même un peu vigilant sur qu'est-ce qui est facilité. Alors, un livre très facile à lire, si on parle des personnes qui sont en situation d'illettrisme, ça va être un livre qu'on peut lire sans lire, enfin sans avoir besoin de lire. Donc ça peut être par exemple un livre sans texte, ça peut être un livre audio. Les livres audio peuvent être lus par des personnes qui n'ont pas ou plus accès à la lecture, sauf que les livres audio sont souvent des livres longs,
Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de Si, lire ouais. un livre audio dans votre voiture, par exemple, ou en faisant une séance de repassage. Ça se prête assez bien. Bon, les livres audio, faut se dire qu'un un livre de la rentrée littéraire qui fait 200-300 pages, ça va faire une durée d'écoute de 6 heures. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Par contre, il existe des livres audio courts, voire très courts, Qui sont plus adaptés. qui sont tout à fait ce adaptés. public. D'accord. Il y a une collection, par exemple. Alors, malheureusement, cette collection, elle s'est arrêtée, mais c'est une collection qui s'appelle les Read Books. Excusez mon accent anglais, mais voilà. Road Books. Road Books, ça veut dire livres pour la route. Et ce sont des livres audio courts qui font tous moins d'1 heure. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces espaces faciles à lire en Bretagne? On va être très concret. Vous allez nous dire un petit peu comment on peut les trouver. Oui. Alors, on trouve les espaces faciles à lire dans les bibliothèques, en particulier. Aujourd'hui, on compte une 50aine d'espaces faciles à lire. Je crois qu'on va pouvoir montrer 2 exemples à l'écran. J'avais proposé de montrer un exemple dans le Finistère et un exemple dans le Morbihan. Voilà, il y en a un petit peu partout. Mais il y en a un peu partout. Et il y en a qui sont inaugurés un petit peu tout le temps, finalement, Bien sûr. régulièrement. Tout récemment, on a inauguré un espace facile à lire à Bron, dans les Côtes-d'Armor, en présence des élus, en présence d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé autour de l'aménagement de ces espaces. Parce qu'une des autres particularités, j'ai plein de choses à dire autour de ces projets, parce que c'est vraiment des projets passionnants et puis qui permettent de faire entrer plein d'acteurs. Il arrive que les espaces soient créés avec des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté pour les associer pour au les maximum associer et leur donner envie après Voilà. d'aller lire les livres qui sont présentés. Alors, il est important de préciser qu'il y en a aussi dans les prisons, dans les centres de formation, etc. On ne va pas avoir le temps de tout développer, mais en tout cas, voilà, c'est le cas. Ces espaces, comment on les fait vivre? Il y a des partenariats et puis il y a un prix facile à lire, dont la seconde édition a lieu en 2019. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'idée. Oui, alors les projets, ils existent depuis, ça a démarré en 2013-2014 et ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur en 2015 et 2016, à tel point qu'on a souhaité créer une manifestation particulière. Il s'agit du prix facile à lire. C'est un prix littéraire particulier, puisque un prix littéraire avec des ouvrages faciles à lire, qui parfois sont des ouvrages sans texte, qui parfois sont des ouvrages audio. Voilà. Alors, le premier prix facile à lire a eu lieu en 2017. Et là, on va démarrer la seconde édition en janvier 2019, avec 8 livres qui concourront pour ce prix, avec l'idée aussi de réactiver des espaces faciles à lire, enfin de proposer des actions de médiation régulières, et un prix littéraire, ça permet ça. Et ce prix littéraire, on y tient beaucoup parce que c'est le seul prix de cette nature-là pour les adultes. D'accord. Merci beaucoup, Christine Loquet. Et puis on rappelle que si on souhaite également monter un projet facile à lire, eh bien, il faut peut-être vous contacter également. Donc facilealirebretagne.wordpress.com, c'est le site internet pour tous les renseignements sur ce dispositif facile à lire qui est donc porté par Livre et Lecture en Bretagne. Merci à vous. Merci. Ce sont des initiatives qui sont ultra intéressantes, qui vont finalement dans le sens des vôtres également. On met à portée d'eux. C'est ça l'idée. C'est une semaine exceptionnelle, vous le savez, qui démarre donc sur France 3 et France Bleu, une semaine où nous mettons en lumière les initiatives solidaires. Alors avec vous, Sophie Langouette-Prigent et Arthur Nadeau, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le tutorat rennais mis en place à l'université de Rennes 1. Expliquez-nous un petit peu. C'est quoi? C'est de la solidarité entre étudiants? On peut résumer un petit peu comme ça? Tout à fait. Alors, Sophie, oui, tout à Arthur, fait. Vous allez pouvoir parler. On peut faire un devoir. Ouais. Effectivement, on est vraiment sur l'égalité des chances. Vous savez que pour réussir un concours qui est très compliqué, enfin qui est très difficile, là, ça s'adresse aux étudiants en médecine. Aux études, alors, en santé. En santé, voilà. Il y a un concours commun Oui. pour les études de santé qui ouvre aux études de médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme. Et du coup, voilà, ce concours est très sélectif et on a souhaité à l'université de Rennes 1 que l'égalité soit
la même pour tous. Et du coup, il y a une très forte solidarité avec des étudiants qui ont réussi ce concours pour la mise en place, et ça fait 7 ans que cela existe, un tutorat qui est gratuit pour les étudiants, où les étudiants qui sont dans cette année de préparation sont épaulés par des étudiants qui ont réussi le concours. Donc, du coup, ils sont épaulés par leur père. Et donc, au sein de l'établissement, on souhaite que cet accompagnement soit offert aux étudiants de l'Université de Rennes. Mais bien sûr, ce dispositif a un coût. Et de ce fait, voilà, on a réfléchi à différents dispositifs pour garder cet accompagnement gratuit pour tous les étudiants qui le souhaitent. C'est une très belle initiative. Alors, Arthur Nadeau, vous êtes en 3e année de médecine et vous pilotez le tutorat rennais. Vous êtes-vous passé par là ou pas du tout, justement? Alors, on est 4 à piloter. On est 4 au même poste, entre guillemets, avec des rôles un peu différents. Et on a tous bénéficié du tutorat en tant qu'étudiant en PACES, que ce soit pour 1 an ou pour 2, pour ceux qui ont fait 2 ans. Mais c'est vrai que faire avec le tutorat, c'est largement possible et aujourd'hui largement conseillé. On est tous passés par là, on a tous pu le faire et c'est honnêtement un accompagnement qui est très intéressant à suivre quand on est étudiant en PACES, qui apporte une réelle plus-value et qui, pour moi, est nécessaire et qu'il faut maintenir gratuit vraiment à tout prix. Donc vous rendez l'appareil, en fait. C'est un petit peu ça. Ouais. On en a bénéficié gratuitement, donc on rend, entre guillemets, ce qu'on a reçu. Combien d'étudiants bénéficient de cet accompagnement et de ce soutien aujourd'hui à l'Université Rennes? Alors, on est sur un chiffre qui est assez élevé. On est sur plus de 1000 personnes. On est entre 1000 et 1100 personnes qui bénéficient de ce service. Il y en a qui vont être inscrits au tutorat et au prépa privé, mais il y en a qui vont être inscrits qu'au tutorat, c'est la majorité. Et ceux-là, donc, bénéficient toutes les semaines de conférences, qui sont des espèces d'entraînements, qui sont des entraînements qui sont réalisés par les tuteurs, qui sont aussi sélectionnés, qui sont aussi en 2e, 3e année de filière de santé, qu'on peut voir à l'écran, et qui sont réalisés. Les entraînements sont réalisés à partir des cours de l'année, qui sont récupérés par les tuteurs et qui essaient de faire des questions qui sont le plus fidèles possible à celles qu'on peut retrouver le jour du concours, en fait. Alors, ce soutien est précieux, hein. C'est quand même un vrai challenge, parce qu'on sait qu'il y a le numerus clausus. Bon, c'est quand même compliqué. Comment vous vous y prenez, du coup, très concrètement? Est-ce que c'est l'étudiant qui fait la demande? Comment ça se passe? Vous les sollicitez en début d'année? Vous vous présentez à eux? Alors, en fait, ça va se faire en plusieurs étapes. Il va y avoir les présentations du tutorat, dans un premier temps, aux portes ouvertes de la fac, qui ont lieu le 2 février cette année. On va avoir un stand et on va se présenter en tant qu'étudiant du tutorat, présenter les différents services. Après, il y a certaines personnes qui vont aller dans les lycées aussi pour parler d'un petit peu de ce qu'est la PACES, de ce que ça représente d'être étudiant en PACES, du stress. Alors, PACES, on peut peut-être préciser justement pour le grand public ce que c'est. C'est la première année commune aux études de santé. Voilà. C'est ce qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accéder aux filières de médecine, de kinésithérapie, de dentaire, de sage-femme et de pharmacien. D'accord. Donc on a des présentations dans les lycées et après ça va être sur des événements comme le salon de l'étudiant aussi. Parfait. Bah, écoutez, on reviendra sur cette belle initiative un peu plus tard dans cette émission. Qu'est-ce que ça vous inspire justement avec Christine, par exemple? Parce que voilà, c'est une autre initiative d'entraide et de solidarité. Ces projets? Oui. Oui, bah, il me semble qu'on travaille tous dans le même sens pour tenter d'être plus inclusif et que le maximum de personnes aient les mêmes chances. Voilà, que d'où qu'on vienne, on puisse accéder de la même manière au dispositif. C'est bien le sens de nos démarches à nous. Je m'étais dit que pour conclure, ce que j'aimerais bien, le message que je ferais bien passer moi, c'est que ce type de projet, alors comme ce que vous faites à l'université pour les études de médecine, ce sont des projets qui sont des projets avant tout inclusifs. La lecture facile, on souhaite s'adresser d'abord aux personnes les plus éloignées, aux plus fâchées avec la lecture, aux personnes qui sont aussi éloignées. Alors c'est l'intitulé qui a été choisi pour le poste que j'occupe aujourd'hui. Mais éloigné, ça peut vouloir dire tout simplement être
se sentir éloigné d'eux, et on peut se sentir éloigné aussi d'un parcours d'élite à l'université comme médecine. Et voilà, c'est un peu la même manière de... Voilà, c'est un peu la même chose, il me semble. Enfin, c'est pas la même chose, mais... c'est la même démarche. C'est la même démarche, voilà. Merci beaucoup, Christine. Je voulais juste rajouter quelque chose qui est important. Si France 3 nous a appelés, c'est sans doute parce qu'il y a une actualité importante autour de ces projets, qui est que devant l'ampleur du phénomène, il y a beaucoup de demandes en dehors de la Bretagne, beaucoup de projets, et devant l'ampleur de ce phénomène, il y a une labellisation nationale qui s'est mise en place et qui est portée par le ministère de la Culture. Alors voilà, c'est important de le préciser que maintenant, pour tous ceux qui ont un projet de cette nature, ils peuvent s'adresser à nous, bien sûr, à moi en particulier, mais ils peuvent passer aussi par la labellisation nationale facile à lire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Christine Loquet. On va maintenant découvrir un des sommets bretons, le Mont Dol, un rocher granitique qui domine le paysage sur toute la baie du Mont-Saint-Michel, un site de référence bien sûr pour les grimpeurs, mais aussi pour les amateurs d'histoire et de légende. Une immersion signée Nathalie Rossignol, Philippe Théroux et Christine Pierret. Sa silhouette massive se distingue de loin. Un mamelon rocheux, inattendu, au milieu des champs et d'un vaste marais auquel s'accroche un village. Un sommet qui culmine à 65 mètres et qui attire les amateurs de grimpe, tant le site offre de secteurs et de voies d'escalade. Ça serpente un peu, tu viens par là, et là tu as des bonnes marches pour les pieds. Frédéric Buet connaît par cœur ces parois qu'il pratique depuis une vingtaine d'années. L'impression qu'on a ici, elle est beaucoup plus aérienne, parce qu'on a tous devant nous là, tout le marais, et on est quand même plus de 40 mètres au-dessus du niveau du marais. Mais comment expliquer la présence d'un tel massif ? Alors, dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y en a 3 petits bouts de rochers comme ça. Donc il y a le Mont-Saint-Michel, qu'on connaît mieux, il y a Tomblaine, la petite île à côté du Mont-Saint-Michel, et il y a le Mont Dol. Donc c'est simplement des remontées magmatiques. Le granit, c'est une roche magmatique. Donc c'est une remontée progressive du magma qui traverse la plaque et qui vient faire un petit relief. Et ça remonte à, je crois que c'est 350 millions d'années. L'exploitation de ces roches a débuté au Moyen-Âge avant d'être interdite en 1948 pour protéger le mont. Et c'est grâce aux carriers que des ossements préhistoriques, héritage des chasseurs néandertaliens, ont été découverts lors de fouilles. Il reste plus de 50 mammouths, de rhinocéros laineux, d'ours des cavernes, de lions, de cerfs comme avec des grandes cornes là. Ce jour-là, Michel Domer transmet sa passion du Mont Dol aux élèves de cours moyen de la petite commune. Lui aussi a grandi ici. Ce Mont Dol, je ne sais pas comment les jeunes maintenant, mais pour moi, quand j'avais leur âge, c'était un fantastique terrain de jeu. Un terrain de jeu et de légende. Sur ce mont, Saint-Michel et le diable se seraient affrontés. Et ici, ils se battaient et Saint-Michel était très en colère. Et le diable devait avoir les fesses un peu chaudes. Et donc, il a assis le diable là, qui a marqué son empreinte dans la pierre. Là, il y a les griffes du diable quand il est tombé, là, juste à côté. Ben, comme il avait très mal, il enfonçait ses ongles dans la pierre et même le granit du Mont Dol n'y résistait pas. Au-delà des légendes, le tertre fut très tôt un lieu spirituel. C'est là qu'il y a eu le temple gallo-romain. Il y a eu le prieuré chrétien qui dépendait de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et on voit très bien le Mont-Saint-Michel, vous voyez en face là. Dernier signe religieux aujourd'hui, une tour dédiée à Notre-Dame et une chapelle bâtie sur un ancien télégraphe. Exposé au vent, le mont accueille en outre 2 moulins actifs pendant près d'1 siècle jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. L'association des Couroutes-Pouchées que préside Michel Domer veille à préserver ce patrimoine vivant. Quand il était actif, il produisait combien de kilos de farine par jour? On peut penser que quand il marchait bien, on passait environ 15 quintaux, c'est-à-dire 1500 kilos de blé dans la journée. Des ailes qui tournent devant un paysage presque immuable. Pour un peu, les mots de Chateaubriand auraient pu être écrits hier. Du haut de ce tertre isolé, l'œil plane sur la mer et sur les marais, où voltigent pendant la nuit les feux follets.
Belle découverte de balade. Nous retrouvons à présent Aurélie Vérité, alors que François Coulon du Musée des Beaux-Arts de Rennes nous a rejoint. On vous retrouve dans quelques instants. Bonjour. Aurélie, vous êtes la créatrice de Oser mon intérieur. Et ce matin, avec vous, nous allons parler d'aménagement des meubles déstructurés, avec des conseils avisés forcément. Tout à fait, c'est une grosse tendance. Aujourd'hui, les personnes aiment le côté déstructuré. On cherche à avoir des rangements qui soient modulables, design, et on cherche à casser le côté uniforme pour raconter son histoire un peu personnelle dans son aménagement. Et donc, on a décidé ce matin de vous donner quelques conseils. Si vous aussi, vous voulez aménager chez vous cette tendance déstructurée, et on va voir ensemble les 5 choses à faire et à ne pas faire. Alors, on va commencer par la première. Voilà. Dites-nous tout. Alors, l'aménagement du coup de meubles déstructurés. Ici, on a un exemple d'aménagement qui peut être dans une salle à manger, par exemple, ou un salon. On est dans le salon. Il est composé de 2 meubles bas en bois, d'un meuble haut carré blanc, d'un meuble jaune en hauteur, d'un meuble blanc de la même dimension que le meuble jaune, et on voit intercaler des étagères grises qui viennent à l'intérieur. Ces éléments peuvent être du coup aménagés aussi avec un espace télé. Voilà, ça peut recevoir par exemple un espace télé. Donc on va voir tout de suite quelques conseils, ce à quoi il faut penser en fait quand on aménage ces espaces. Alors. En fait, il faut créer des lignes continues, qu'elles soient horizontales ou verticales. Celles-ci vont permettre de lier les meubles entre eux et d'accentuer le côté long ou haut du meuble. On voit là, c'est en rouge. C'est en rouge, voilà. C'est clair. Ouais. Le deuxième point qui est important, c'est de laisser des espaces. Justement, ici, on voit qu'on a rajouté des étagères. Les espaces sont aussi importants que les endroits pleins. Et donc, c'est important pour laisser respirer, donner un équilibre et que ce soit agréable à vivre, de bien penser à laisser des espaces. Okay. Alors, troisième petit conseil. Troisième petit conseil, il faut penser aux éléments que vous souhaitez intégrer. Ici, par exemple, on souhaite intégrer la télé et finalement, on ne lui a pas laissé de place. Donc, c'est un peu dommage pour un meuble télé si on vient l'alourdir avec la télé parce que ça prend beaucoup d'informations. Du coup, on passe un peu à côté. Donc, pensez en amont à tout ce que vous voulez intégrer, que ce soit en termes de rangement ou d'objets déco par rapport aux dimensions pour être sûr que ça rentre bien, que c'est un bel espace et que ça, justement, les niches mettent en valeur les objets déco et que les espaces fermés permettent de ranger ce que vous avez à ranger. Quatrième conseil, c'est en fait il faut réfléchir aux modules. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des modules ouverts, des modules fermés. On va essayer d'intégrer différentes formes, différentes couleurs et différentes matières. C'est ça qui va donner le côté déstructuré et qui va casser un petit peu et donner du rythme. Et puis enfin, le dernier conseil auquel il faut penser, c'est l'arrivée des prises électriques. Ah là là, oui. Ouais. Alors plutôt plus que pas assez. Hein, c'est clair, il faut en mettre partout au maximum. Alors ça dépend si elles sont intégrées ou pas dans les rangements et si elles sont cachées. Ouais. Parce que si vous en mettez plein à côté, ça ne va pas non plus être esthétique. Mais en effet, si vous voulez mettre une lampe, ne serait-ce qu'une lampe, il va falloir la brancher ou la télé. Bah, il faut y penser en amont pour que ce soit le plus intégré possible et puis que ce soit invisible. Donc voilà. Alors maintenant, les 5 erreurs à ne pas commettre. Parce que là, vous nous avez donné les conseils sur ce qu'il fallait faire, mais parfois on peut commettre des impairs. Voilà, dites-nous tout. Alors, vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Les choses à ne pas faire. Alors c'est la notion des couleurs. Ce qu'on préconise, c'est d'utiliser 3 couleurs maximum dans l'aménagement, en sachant que le blanc et le noir ne sont pas considérés comme couleurs. On voit ici, par exemple, si on ajoute du bleu, que ça casse par rapport au reste de l'aménagement. C'est pas équilibré. Ensuite, c'est ce qu'on disait juste avant. Quand vous avez une télé, finalement, vous intégrez un peu à la dernière minute. C'est pas joli de laisser les câbles dépasser. Donc, dans ce cas-là, à la limite, ne fixez pas la télé au mur et puis posez-la directement sur le meuble. Ce sera plus esthétique. D'accord. Troisième conseil. Troisième conseil, alors on le voit sur c'est de faire attention à bien mesurer tous les objets déco. Ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On voit bien en fait que là, si on vient intégrer des objets déco à la fin, qu'on vient les positionner dessus ou à côté, eh ben c'est pareil, ça casse le rythme.
Un autre conseil qu'on peut donner, on le voit moins sur cette perspective, mais en fait, c'est de faire attention à la profondeur des meubles. On a tendance, en fait, à mettre des meubles d'une profondeur de 60, un peu comme les buffets, alors que ça va prendre beaucoup de place, que ça risque de gêner dans la circulation et que des profondeurs de 30, par exemple, seront largement suffisantes. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est sur les meubles hauts, prévoir une profondeur qui soit encore inférieure aux meubles bas, parce que ça évitera de se cogner dedans et en termes de ligne, ce sera beaucoup plus esthétique. Et puis, enfin, attention, quand là, par exemple, vous êtes sur ce type d'aménagement, à bien choisir l'aménagement aussi en fonction de la taille de la télé. On a tendance à avoir des aménagements comme celui-là où la télé, du coup, elle prend trop de place. Trop de place, voilà. Donc, il faut tout mesurer avant pour réussir à avoir un aménagement qui soit plutôt équilibré. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Enfin, on va refaire toute la déco chez nous, on va tout changer. Merci à vous. François, vous allez tout changer, du coup, dans la déco de votre salon? C'est déstructuré façon chaotique chez moi. Donc, je ne sais pas par où commencer. En fait. Alors, chaotique, c'est pas partout comme ça. En tout cas, au musée des Beaux-Arts de Rennes, c'est pas du tout chaotique. C'est très bien rangé. Ah oui, merci. À tel point que, du coup, vous allez nous présenter des médaillons ce matin, des médaillons du Moyen-Âge. Voilà, oui, donc ce sont des médaillons assez exceptionnels malgré tout. Ils sont assez beaux. C'est la technique de l'émail limousin qui a inondé toute l'Europe du XIIe à la fin du XVIIe siècle, puisque à Limoges, on avait un savoir-faire extraordinaire. On oublie souvent que l'artisanat français est quand même c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a encore des maisons de luxe et un artisanat qui perdure, parce que déjà au Moyen-Âge, on avait des savoir-faire très poussés. Donc là, c'est la fine fleur. Cette histoire fabuleuse. Alors voilà, donc il s'agit en fait de médaillons qui servaient d'éléments de décor vraisemblablement dans un meuble, mais on n'a pas vraiment idée de à quoi ressemblait ce meuble. On imagine la taille du meuble, parce que si ça c'était juste un médaillon, voilà, donc ça devait être vraisemblablement des espèces de couvertures de murs, vous savez, des espèces de stalles dans lesquelles on incrustait, et puis en bas il devait y avoir des sièges, des choses comme ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit encore chez notre marquis de Robien, donc vous pouvez trouver ces médaillons dans la vitrine centrale. Il n'y en a que 3 sur les 9 que comporte le jeu complet, et donc j'en ai pris 2 qui étaient dans les réserves. Les autres sont rangés, et il nous en manque 2 en fait sur la série. Donc ce sont en fait des évocations de la chevalerie française, comme j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Vous savez, la chevalerie. Vous aimez bien, vous, les chevaliers, j'ai remarqué ça. Disons qu'en tant que Français, la culture française valorise énormément la chevalerie, et donc toute l'Europe va suivre cette mode. Et donc le poème dont sont tirées ces représentations, Jacques de Longuevillon qui écrit ça, donc le vœu du Pan au début du XIVe siècle, va être imité dans toute l'Europe, ça va être copié partout, on va rajouter des tas d'épisodes. Donc c'est encore Durandal, enfin les aventures d'épée, de cap et d'épée, et on va fabriquer donc d'une façon très propagandiste en fait ces valeurs de la chevalerie médiévale française, et qui vont se retrouver dans toute l'Europe. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on associe ce type d'objet avec la collection de numismatique, avec la collection d'armes médiévales que je vous ai déjà montré, on voit très bien que notre collectionneur était un collectionneur qui s'intéressait déjà à l'époque médiévale. Et ça, au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe, c'est quelque chose de tout à fait insolite. Ouais. Et on a vraiment la posture d'un historien qui essaye de retrouver un petit peu comment était organisée l'histoire, et qui fait l'histoire avec ces objets. Donc il va essayer de reconstituer des événements comme ça sur la chevalerie, il va en parler, et donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'il a une espèce de distanciation historienne qui est tout à fait nouvelle, et qu'on peut comparer en fait avec ce que Voltaire va pouvoir faire en 1760, où il va représenter Tancrède, qui est une pièce médiévale. Et donc là, subitement, on a quelques personnalités qui se tournent vers le Moyen-Âge, et on sait que, bien sûr, 50, 60 ans plus tard, au début du 19e, la mode du Moyen-Âge sera extrêmement forte et va nourrir le romantisme, quoi. Donc on ne va pas qualifier notre collectionneur de pré-romantique, mais on est déjà dans une sensibilité historienne qui est tout à fait insolite. Alors bon, ce sont de très très beaux objets, je vous passe les détails de la cuisson, mais en fait, chaque élément de couleur correspond à une cuisson spécifique. Incroyable. Puisque ce sont des poudres de verre qui réagissent à différents niveaux de cuisson. Et donc c'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Il faut imaginer le nombre d'heures à passer à faire ce type d'objet complètement fantaisiste au demeurant. Vous voyez que Charlemagne, là, il a une espèce de macaron sur l'épaule qui est tout à fait invraisemblable. Il a aussi un sabre oriental, alors que bon, c'est Charlemagne, etc. etc. Un petit côté déstructuré, là, chez vous. Voilà, un petit peu, on va dire. Mais tout est bien
pensé au départ, Tout est bien selon pensé. les proportions et le nombre de couleurs. Et puis c'est magnifique, il faut quand même dire, c'est c'est très beaux objets. Merci beaucoup François, merci Aurélie, merci à tous les deux. Nous sommes maintenant à la moitié de cette émission et nous allons tout de suite retrouver Billy à la SPA de Rennes. Billy. On se retrouve là, Jennifer, avec ce petit bonhomme. Alors, comment il s'appelle, lui? Caporal. Caporal. Alors, Caporal, là, il y a du caractère. Hein. C'est quoi comme trace de chien, ça? C'est un petit croisé, on pense qu'il y a du border quand même, parce que c'est un chien assez dynamique, assez électrique, qui a besoin quand même de se dépenser pas mal, d'apprendre beaucoup de choses. Et surtout d'avoir des gens qui vont vraiment s'investir dans son éducation. D'accord. Il a des petites lacunes. Il a 1 an, donc c'est normal. Bon, ouais, là, c'est le début. Hein. Il a manqué 1 an, c'est pas l'âge où là, ça commence à poser des questions, enfin un peu l'adolescence. C'est l'adolescence, hein, ouais, c'est ça. Effectivement, c'est l'âge où ils se cherchent un petit peu dans leur caractère. Donc, c'est à nous, humains, de les guider en fait, hein, pour avoir les bons comportements. Bon, il n'est pas si speed que ça. Je pensais tout à l'heure en arrivant, mais non. Il s'est calmé quand même, oui. Donc ça va. Donc on cherche une maison, un appartement. Plus une maison. Une maison. C'est vrai que je ne suis pas du tout contre les chiens en appartement. Autant lui, de par sa race, le côté border collie, qui a besoin de beaucoup d'activités, enfin, je pense qu'il serait bien mieux en maison tout de même. D'accord. Avec des copains chiens, chats? Il est très social avec ses congénères. Les chats, là, il les regarde. On n'a jamais eu l'occasion de l'emmener en chatterie jusqu'ici. Mais voilà, après, c'est un petit chien super sympathique. Ouais, de toute façon, 1 an, il a le temps de s'habituer. juste besoin d'apprendre les codes, savoir comment se comporter. Et, donc tout ça dans une éducation bien sûr positive, ça c'est important, je le rappelle toujours. Il y a encore des méthodes malheureusement dites à l'ancienne qui ne sont pas toujours adaptées, surtout pour ces petits chiens sensibles. Alors positif, ça veut dire quoi? C'est qu'on va être plus sur la récompense, réconforter les bons comportements. D'accord. Tout simplement parce que une éducation, on va dire, traditionnelle à l'ancienne, on a des chiens qui sont réprimandés sur les mauvais. Du coup, on a des chiens qui savent, en fait, ils savent pas comment agir. Ah, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire, mais ils ne savent pas comment ils doivent agir. Que là, nous, on va vraiment réconforter les bons comportements, récompenser ces comportements-là pour que lui se dise, ça c'est bien. Ça c'est un bon truc. C'est le but. Alors là, si tu montes tes fesses à la caméra, on va pas être bon. Hein. Et donc, au niveau de l'alimentation, on donne toujours des bonnes croquettes, hein, c'est ça? Oui, des croquettes bien adaptées pour les chiens. Pas trop de céréales. Oui, on évite. Trop de céréales, c'est pas bon non plus. Mais c'est vrai qu'après, on va pas faire un débat sur la nourriture parce qu'il y a tellement de nouvelles choses, en tout cas, dans la nourriture, surtout des chiens. Mais après, c'est surtout donner des bonnes croquettes, en tout cas, et rester sur une alimentation saine. D'ailleurs, je pense qu'il a senti quelque chose dans ma petite poche. Oui, là, il a vu la petite récompense. Bon, on va se retrouver avec un petit chat tout à l'heure? C'est ça, un petit chat? Oui, on va aller voir un petit chat après. Bon, super. Écoutez, c'est Caporal, hein, c'est ça celui-ci? Oui, c'est Caporal. Caporal, là, garde à vous vers tout le monde. Allez, à tout à l'heure tout le monde avec un petit chat. Oula. À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup. Johan Minkoff et Chris Nolly nous ont rejoints, 2 musiciens. Johan Minkoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-britannique d'origine, mais vous êtes aujourd'hui rennais, bluesman. Après un premier album solo Black and White Blues sorti en 2016 et salué bien sûr par la critique, vous vous associez maintenant avec votre acolyte inséparable, le beatboxer Chris Nolly. Bienvenue à vous. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors on s'est rencontrés il y a plusieurs années déjà, quand on était dans le réseau des musiciens rennais. Ouais. Et donc on gravitait un peu dans les mêmes univers. Quand j'ai sorti mon tout premier EP, donc c'était un EP numérique qui était avant mon album Black and White Blues, Chris était venu, je sais pas, on s'était croisés quelques jours après, et puis Chris m'avait dit qu'il avait bien aimé et que ça manquait éventuellement un peu de rythme à son goût. Voilà. Et c'est là qu'il est arrivé, tel un chevalier. Voilà, on passe les détails. Mais, quelques temps plus tard, ça a été un peu le déclencheur de la rencontre musicale en tout cas. Alors vous êtes incroyable parce que vous faites une rythmique évidemment puissante, subtile, mais en partie avec la bouche. Surtout avec la bouche. Surtout avec la bouche, c'est fou. Ça. C'est le beatbox. Après, c'est vrai que j'essaye de le faire différemment des autres et de pas être dans une logique de performance, mais plus d'accompagnement et plus musical dans le concept. C'est plutôt ça en tout cas. Vous vous êtes trouvés tous les deux très vite en fait. On a le sentiment que c'est quasi naturel. Hein. C'est vrai que les premiers concerts, c'était presque plus de la jam, plus de l'improvisation. Et on se retrouvait au rendez-vous, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a poursuivi. Vous avez beaucoup tourné avant de sortir justement ce premier album en octobre dernier, ce premier EP. Vous êtes allé à la Bellevilloise à Paris, au Festival Blues de Beauvais, à l'Ubu à Rennes. Vous avez même tourné jusqu'en Angleterre, aux Émirats ou en Afrique. Ouais. Vous êtes plus un groupe de scène finalement, un duo de scène, de live. C'est votre truc quoi. Oui, plus. Clairement, on a sorti un EP récemment, mais c'est vrai que c'était après beaucoup de temps de live, donc on a plus d'expérience de
concert ensemble. Ouais, et puis je pense que le beatbox et la guitare-voix, ça se prête aussi beaucoup au live. Presque un peu plus qu'au studio pour l'instant. Pour l'aspect studio, il faut qu'on réfléchisse un peu les choses différemment. Alors vous êtes quand même passé en studio, hein, parce que votre premier EP, comme vous le disiez tout à l'heure, Living Home, est sorti donc le 5 octobre dernier. On va découvrir tout de suite un extrait du clip Once I, extrait de ce premier album, Living Home. Once I was a robber, stealing dreams from the sleepless soul. And all I had to offer was singing songs about dreams I stole. Meanwhile, times have changed, and I felt the rain. Once I was a blind man, walking every day across a world of sound, and I didn't have no sorrow and no tomorrow. Meanwhile, Magnifique clip, 100% local, on va dire ça comme ça. 100% tourné à Rennes et en métropole rennaise. Voilà, du coin de... plutôt à l'ouest pour la campagne, hein, plutôt du coin de Saint-Thurial et autres. Oui, c'est ça. Alors qu'on pourrait jurer que vous avez posé vos Santiago aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le coin. Eh ben oui, comme quoi. Non, mais c'est vrai, vous vous inspirez quand même pas mal de la folk traditionnelle des terres américaines. Enfin... Ouais, bien sûr, c'est une des inspirations peut-être principales. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres inspirations qu'on a, que ce soit du blues. Alors le blues étant aussi une musique folklorique, bien sûr. Aussi des musiques ouest-africaines ou caribéennes au niveau des rythmes parfois. Ou alors des choses plus modernes aussi, de l'ordre de la pop, voire même de l'électro. Métissage en tout cas. Ouais, on a pas mal d'inspirations diverses. Mais on peut dire que le folk vient avant tout, c'est possible. Il y a de nouveaux titres en préparation ? Toujours. Toujours, forcément. Ouais, on est toujours un petit peu en flux tendu, on essaie des choses, il y a des fois des morceaux qu'on fait une ou deux fois, sur lesquels on ne revient pas et qu'on revient après. Donc là, on est quand même plutôt sur défendre un peu l'EP. Et puis oui, on s'oriente vers peut-être un album, en tout cas un travail de recherche autour de ce que pourrait être un album de nous deux. Et pour l'instant, vous tournez beaucoup. Hein. Vous serez le 15 décembre au Fût Chantant à Saint-Brieuc. Vous serez également le 22 décembre à Auray, le 18 janvier à Las-Faudel, à Questembert dans le Morbihan, et puis le 8 février à l'Antichambre à Mordel en Ille-et-Vilaine. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est parfait. Voilà, il y a d'autres choses qui se préparent pour le printemps et l'été, mais... Voilà, vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Merci beaucoup, Johan Minkoff et Chris Nolly, d'être venus nous présenter votre musique. On va tout de suite retrouver Billy à la SPA avec cette fois-ci un chat à adopter. Alors, on va terminer cette matinée avec ce superbe chat qui s'appelle comment ? Rigolo. Rigolo. En plus, il a un nom terrible, lui. Donc ça, c'est un chartreux, c'est ça, ce que tu m'as dit. C'est un type chartreux, en tout cas. Il est vraiment beau, hein. Un petit balèze. La couleur du chartreux. Quel âge il a, le petit bonhomme ? Il a 8 ans. 8 ans. On sent qu'il a les petites oreilles un petit peu bricolées, c'est un magareur, ça. Il n'aime pas trop les autres chats. On va éviter... Bon, là encore, il cohabite avec une petite femelle, ça va plutôt bien.
Après, on évitera peut-être les mâles de son gabarit, quoi. Les gros ça. costauds un peu comme lui, je pense qu'il va pas vraiment. Je pense que apprécier. s'il a un petit bout de chou au tout début qui peut éduquer à sa sauce, ça ira Pourquoi bien, pas, mais pourquoi un autre pas. copain de même âge, ça va faire conflit, quoi. En même temps, les chats, ça reste des félins, hein, c'est normal. Hein. Oui, bien sûr. Et puis en plus, il a été stérilisé aussi, donc ça atténue aussi les problèmes de bagarre. Ah oui, c'est vrai. Avec les autres chats, Quand on récupère un chat ici, chez vous, au refuge de la SPA, là, ils sont systématiquement stérilisés, vaccinés, tout va bien, quoi. C'est pour ça qu'on demande une petite participation pour, oui, exactement. Déjà pour l'engagement de la personne qui va s'en occuper. De montrer que c'est un engagement, une adoption, il faut que ce soit une adoption, un acte responsable, ça c'est très très important. On s'engage sur plusieurs années, ça, il faut bien y penser. C'est clair. Bon, bah écoutez, ce petit bonhomme, je ne sais plus son nom. Rigolo. Rigolo, ah oui c'est vrai. Ce petit bonhomme rigolo, il est là, je crois qu'il avait faim en fait. Hein. En même temps, il n'est pas non plus, il n'est pas maigre, hein, mon petit bonhomme. Bon bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup encore pour cette bonne matinée. Merci à vous d'être venus. Pas de soucis. Et puis, rigolo, il est là, au refuge de la SPA de la route de Lorient à Rennes. À bientôt tout le monde. À bientôt, Billy. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur cette belle initiative dans le cadre de la Semaine des Solidarités. Vous le savez, nous vous présentons des jolis projets bretons. Eh bien, là, on revient donc à vous, Sophie Langouette-Prigent, par rapport au tutorat rennais en université, en section santé à l'université de Rennes 1. Sophie, est-ce que ce tutorat étudiant a fait des petits? Est-ce qu'il existe ailleurs maintenant ou pas? Enfin, c'est parti de Rennes, vraiment, cette initiative. Oui, mais effectivement, il y a d'autres universités qui le déploient et la qualité et l'engagement des 75 tuteurs, en fait, est noté au niveau national. Et donc, Rennes est très bien placée, effectivement, sur cette initiative. C'est aussi du soutien psychologique. Arthur, c'est peut-être important de revenir là-dessus, parce que non seulement vous donnez de la méthode, mais c'est aussi se sentir épaulé. Alors c'est ça, en fait, il y a deux facettes, on va dire, au tutorat. Il y a la facette un petit peu entraînement avec des QCM et des cours qui sont mis en place par les tuteurs. Et il y a aussi une facette un petit peu plus psychologique et personnalisée avec des parrains-marraines qui sont des tuteurs de parrainage qui vont avoir une dizaine d'étudiants en PACES avec eux et qui vont être, entre guillemets, leur coach psychologique, leur coach personnel pour cette année ou les 2 années si malheureusement ils venaient à redoubler. Mais en fait, c'est des gens qui sont passés par là, qui connaissent, qui savent les étapes par lesquelles on passe quand on est étudiant en PACES. Ils savent comment les gérer, entre guillemets. Et même si chacun a sa propre méthode, ça peut permettre à l'étudiant en PACES de s'y retrouver et de réussir à planifier lui comme il l'entend pour que ce soit le plus efficace pour lui. Et puis ceux qui sont soutenus de cette façon-là passent généralement les étapes vraiment de manière plus évidente, on va dire. Hein. Oui. Et puis les résultats sont là, en fait. Voilà, effectivement, ceux qui ont suivi le tutorat ont des très bons résultats. Les majors, certaines années, Le major de l'année dernière. De l'année dernière en médecine est tuteur au tutorat cette année et a bénéficié uniquement du tutorat l'année dernière. Du tutorat gratuit, donc. Alors, et pour maintenir cette gratuité qui vous tient tant à cœur, Sophie Langouette-Prigent, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. L'objectif, c'est de récolter 20 000 €, c'est ça? À quoi va servir cette somme, précisément? Alors, en fait, cette campagne de financement participatif, c'est une initiative étudiante et c'est pour ça que c'est associé à la Fondation Rennes 1, parce que la Fondation Rennes 1 souhaite encourager ces initiatives portées par les étudiants. Et donc, c'est la 2e fois que l'on met en place pour ce tutorat PACES. On soutient également d'autres initiatives, mais effectivement, là, donc cette somme, elle sert au bon fonctionnement de ce tutorat. Je vous ai dit, c'est 75 tuteurs qui sont mobilisés. C'est donc un stage de pré-rentrée, des concours blancs, donc voilà, il y a beaucoup d'actions et tout ça a un coût. Donc l'établissement, l'université de Rennes 1 en finance en partie, mais c'est pas suffisant. Et pour que ce tutorat soit maintenu gratuit, voilà, on fait appel à la solidarité et c'est vrai que voilà, cette campagne a été lancée et on le voit bien. En fait, il y a des parents d'étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif, qui ont envie de dire merci et qui donnent. Et puis on sollicite également l'ensemble des membres, entreprises, mécènes de la Fondation Rennes 1 à qui ce sujet peut parler et qui ont la possibilité de cibler leurs dons sur cette initiative. Alors vous avez déjà collecté 5 240 € sur les 20 000. Il reste assez de jours pour participer? Oui, alors un peu plus, puisque voilà, les dons arrivent. Ça va vite, hein. Voilà, on est peu importe, on est à 31,5% de récolte. Il reste effectivement une semaine, donc c'est la dernière ligne droite.
c'est particulièrement important. Donc on est tous mobilisés pour atteindre, 100% ce serait l'idéal, mais minimum 70%, parce que si on n'atteint pas 70%, on devra rendre l'ensemble des dons. Donc la campagne est ouverte jusqu'au 18 décembre, et donc on est tous mobilisés, à la fois en interne au sein de l'université et aussi à l'extérieur. Et donc merci de mettre en avant cette belle initiative de solidarité ce matin sur votre plateau. Avec grand plaisir, et il faut rappeler qu'un don donne lieu à des réductions fiscales, c'est important de le préciser. 66% pour les particuliers, donc quand vous donnez 100 €, ça vous coûte 34 €. Voilà. Donc, important à préciser. Merci beaucoup Sophie, merci Arthur, et on rappelle pour participer, c'est sur la plateforme kengo.bzh. Et puis signalons que dans le cadre de la semaine des solidarités, France 3 Bretagne s'engage également dans sa programmation documentaire. Ce soir sur notre antenne, après le soir 3, vers 23h30, nous diffuserons un film de Mehdi Lalaoui, de Calais à Cancale, une histoire de fraternité où l'on suit le parcours de migrants en Bretagne. Voilà, c'est maintenant l'heure de retrouver Catherine Bossard qui vient nous faire son petit débriefing, son traditionnel débriefing. Bonjour ma chère. Voilà, alors j'ai eu un week-end un peu déstructuré, mais j'ai quand même réussi à vous trouver des conseils notamment pour vous Sophie et Arthur, pour un tutorat, pour un suivi aussi de sa vie étudiante, et justement des études déstructurées, mais pas trop. Et forcément, je me suis inspirée de la chronique d'Aurélie Vérité. Alors. Donc j'ai 4 conseils pour vous, si vous le souhaitez, non pas 5, non pas 10, mais 4. Créer une ligne continue, nous a dit Aurélie, et c'est important. C'est un objectif à long terme qu'on va se poser. Par exemple, réussir ses examens, ça peut arriver en milieu d'année de se dire, alors peut-être pas dans les études de la santé, mais c'est arrivé de se dire, qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je faisais déjà? Ah oui, réussir les examens, c'est important. La ligne, les objectifs long terme qu'on peut avoir aussi dans la vie d'une manière générale. 2, laisser des espaces de vie. Aller lire un bouquin, facile à lire, aller à un concert de Chris et Johan, bouger un peu, câliner, la ronron-thérapie, tout ça, laisser des espaces de vie. Pensez à tout caser aussi, il y a beaucoup de choses, différents modules, les études, aller voir mamie à la maison de retraite, penser à la famille, etc. Donc, il faut penser à tout caser. 4e conseil, et puis Aurélie nous disait les arrivées d'énergie, pensez aux arrivées d'énergie. Dormir un peu, prendre quand même, penser au rythme. Vous en parliez. Manger des pâtes, ça tombe bien quand on est étudiant, on mange beaucoup de pâtes, c'est des sucres lents, c'est super. Et même le diable s'est posé ses fesses au Mont-Dol, donc il faut aussi parfois un peu se poser. Voilà, 4 idées pour avoir des études déstructurées, mais pas trop. D'ailleurs, je vais peut-être suivre mes conseils. Je vais aller faire une petite sieste. Ça marche. Ça vous va? Mais merci. On fait comme ça. Merci bisous. Catherine. Bisous. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci beaucoup. Ce midi, dans le journal présenté par Valérie Chopin, nous ferons un point sur l'université Rennes 2 bloquée depuis ce matin. Nous recevrons également Béatrice Massé pour dresser le bilan des transmusicales. Et puis cette semaine se déroule, vous le savez, le salon nautique à Paris. Ce sera l'occasion de découvrir nouveautés et innovations en compagnie de Bleuel Le Borgne. Voilà, quant à nous, on vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain matin en compagnie du comédien Jacques Gamblin et du réalisateur Nils Tavernier. Très belle journée, Kenavo.